Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de cette édition. Le Premier ministre Patrick Achi, en mission hier dans la zone nord du pays, a rendu visite aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Après Tougbo et Kafolo, le chef du gouvernement et plusieurs ministres ont mis le cap sur Kong. Un repas a été partagé avec les troupes pour marquer le soutien de la République. Les femmes à l'honneur dans la région de la Bagoué, la question de leur autonomisation préoccupe la FEGA, Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Lors de la journée de la femme rurale organisée dans la région, des propositions ont été faites pour aider ces femmes. Le ministre des Transports, Amadou Koné, en visite en France, a rencontré le président de Iveco, entreprise leader dans la production de véhicules commerciaux et industriels. La Côte d'Ivoire, qui a une usine d'assemblage de véhicules de Sotra Industries, veut en faire une référence dans l'industrie automobile africaine. Les huitièmes de finale de la CAN ont débuté ce dimanche avec le Burkina Faso qui s'est qualifié pour les quarts en battant le Gabon. Le Burkina qui s'est réveillé ce matin même avec des tirs éclatés dans plusieurs casernes à Ouagadougou et des villes du pays. Le calme est revenu. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la zone nord de la Côte d'Ivoire. Quel est le moral des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme? Dans quel environnement s'opère la défense nationale? Le Premier ministre Patrick Achi, après Tougbo et Kafolo, s'est rendu à Kong pour s'imprégner des réalités des soldats. Il avait à ses côtés, vous allez le voir, plusieurs membres du gouvernement. Il a partagé un repas avec les soldats pour marquer le soutien de la République, nous dit Kader Sokodogo. Kong, le chef du gouvernement, Patrick Achi, est accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs membres du gouvernement. Patrick Achi et ses ministres sont aux côtés des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme pour leur exprimer le soutien de la République. Cette mission démarre par la visite de nouvelles casernes en construction. Sur instruction du président de la République, chef suprême des armées, le gouvernement s'emploie à doter la zone nord en charge de la lutte contre le terrorisme d'un dispositif propice à la défense du territoire national. Après la visite le 2 juillet offerte par le Premier ministre aux soldats, il symbolise la reconnaissance de la République, une présence et un soutien qui galvanisent les troupes. Elles en sont conscientes. C'est un moment solennel pour nous. Ce n'est pas toujours que nous avons cette opportunité et je suis sûr qu'elle galvanisera davantage les hommes après votre passage. Et nous prenons l'engagement, excellent Monsieur le Premier ministre, que nous allons continuer de donner le meilleur de nous-mêmes afin de garantir l'intégrité de nos territoires et assurer la sécurité de nos populations. La défense nationale, au péril de sa vie, un sacrifice qui éblouit la République solidaire et reconnaissante à ses soldats. Patrick Achi a tenu à le signifier. Vous, ici, vous êtes au front, au combat. Vous également, vous le faites pour les Ivoiriens, pour le pays, votre patrie, et vous cherchez à donner le meilleur de vous-même, jusqu'au sacrifice de votre vie, pour que ce pays soit préservé, soit souffle. Vous avez ceci de plus que nous, que votre combat, il peut aller quelquefois jusqu'au sacrifice de votre vie. Voilà pourquoi je dis que nous sommes fiers de vous. Vous êtes loin de vos familles et quelquefois peut-être qu'il peut vous arriver d'être gagné par quelques sentiments défaitistes. Dans ces moments difficiles, sachez que aussi bien le président de la République que nous ici, chacun d'entre nous, vous portons en prière et avons une pensée pour vous. Le lien armée-nation est plus que fort. L'armée ivoirienne est debout et obéissante à des instructions de son chef, le président de la République, Alassane Ouattara. Elle l'a exprimé à l'unisson.
Et dans cette zone nord du pays aux prises avec le terrorisme depuis près de 2 ans, le chef du gouvernement a annoncé le deuxième plan social du gouvernement à hauteur de 3 200 milliards de francs CFA sur 3 ans. Ce PS Gouv 2, dont une partie ira au développement de la région et à l'insertion des jeunes, vise à contrer les velléités d'expansion des djihadistes. Abou Sanogo est l'un de nos envoyés spéciaux sur place. C'est à Tougbo, chef-lieu de commune et de sous-préfecture, appartenant au département de Bouna, dans la région de Bounkani, que le Premier ministre Patrick Achi, accueilli dans la liesse, a procédé au lancement officiel de la deuxième phase du PS Gouv 2022-2024, notamment l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones sous menace terroriste. Il s'agit d'un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières nord et qui fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement à la lutte contre la fragilité des zones frontalières nord. Il vient donc amplifier les interventions de l'État en matière d'insertion des jeunes. Ce programme, dont le coût global est de 8 602 216 030 francs CFA, dont 1 815 466 030 francs CFA apportés par la France à travers le CDD, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes répartis comme suit. Nous avons 1800 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons 3350 jeunes qui vont bénéficier de la formation de reconversion ou d'apprentissage ou de permis de conduire. 6362 jeunes bénéficieront d'un financement pour les activités génératrices de revenus et des micro et petites entreprises. Nous avons ciblé pour ces régions 8000 bénéficiaires des subventions dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Enfin, nous avons 300 jeunes volontaires communautaires. Plusieurs jeunes des zones sous menace terroriste ont bénéficié d'un fonds spécial pour développer leurs projets. Je viens de bénéficier d'un bon de permis de conduire. Vraiment, je suis très heureuse. Il faut que nous restions aussi concentrés et soutenons aussi Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Le Premier ministre Patrick Achi a rappelé l'importance de ce programme et a exprimé sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de l'insertion des jeunes. Le PS Gouv 2 qui va naître va ainsi incarner la vision et la volonté du Président de la République d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire et s'articuler autour de 5 axes stratégiques. La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique, et enfin la couverture sociale des populations fragiles. Cet engagement du Président de la République au plan national prend tout son sens ici, à Tougbo, dans cette aire frontalière de l'extrême nord de notre nation, qui sont confrontés depuis quelque temps à l'un des plus grands défis sécuritaires de notre pays et notre sous-continent, auxquels ces derniers n'ont jamais été confrontés. Et nous refusons fermement qu'ils puissent devenir ou se répandre ici, sur notre sol, parmi nos concitoyens, avec son cortège de maux, de vies transformées et parfois, hélas, enlevées par des actes innommables. En effet, nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté qui pousse certains jeunes, gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles, à des actes de déstabilisation dont ils ne perçoivent pas la portée et le projet. C'est fort de cette conviction humaine et sociale incontestable que le PS Gouv 2 mettra au cœur de son réacteur un appui puissant à la jeunesse dans toutes les régions du Boukani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Foulon. Patrick Achi a salué l'effort militaire dans la lutte contre le terrorisme. Permettez-moi de saluer l'effort militaire si intense, exigeant, courageux de nos forces armées, à la hauteur des attentes de nos populations et de l'exigence de la situation.
Cet effort extraordinaire, il continuera demain à être renforcé avec l'énergie et la détermination les plus absolues. 2 véhicules flambant neufs ont été mis à la disposition de la jeunesse de tous bords, à l'effet de l'aider à développer ses projets dans le cadre du PS-Gouv qui concerne la formation complémentaire qualifiante, l'apprentissage, les micro et petites entreprises, le programme de volontariat communautaire et l'appui spécifique du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Plus loin en France, le ministre des Transports, Amadou Koné, en visite de travail, a rencontré le président de Iveco, entreprise leader dans la production de véhicules commerciaux et industriels. Après l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules de Sotra Industrie, la Côte d'Ivoire, notre pays, veut harmoniser le plan de mise en œuvre des objectifs fixés pour faire de cette usine une référence dans l'industrie automobile africaine. Michel Digré, Alessio Draogo nous en disent plus. Une dizaine de jours après l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules, le ministre des Transports et le directeur général de la Sotra se rencontrent sur les bords de la Seine avec leur partenaire italien Iveco. Après le lancement officiel des activités de l'usine, il faut mettre les bouchées doubles et atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés, à savoir produire 1000 minibus Made in Côte d'Ivoire par an avec 500 emplois directs et 1500 emplois à terme. C'est un projet qui permettra de créer un écosystème industriel avec plusieurs fournisseurs, notamment la fourniture des sièges, la fourniture des plastiques, la fourniture de bois, menuiserie et la fourniture des composantes électroniques et aussi la fourniture des pièces mécaniques pour l'entretien et la construction de ces véhicules en Côte d'Ivoire. Et ceci aussi permettra aux jeunes d'avoir des emplois. Ils seront formés au métier de la mécanique, au métier de la sellerie, au métier de la tôlerie, à tous les corps de métiers qui sont impliqués dans la construction et le montage de véhicules. Pour les responsables de Iveco, une attention particulière sera accordée à la qualité des véhicules produits, mais aussi aux services après-vente. Tous ces véhicules, il va falloir les suivre, les maintenir dans la durée. Et donc, en complément de tout ce qui a été dit, nous allons aussi rajouter ce volet de maintenance en créant des points de service et par le fait aussi des formations et des moyens pour assurer la création et la mise en place donc, de ces points de service pour suivre tous ces délits ivoires qui ne manqueront pas d'arriver un peu partout dans le pays dans les 2-3 prochaines années. Les échanges ont également porté sur l'accélération de la création de la zone industrielle automobile de San Pedro. Le Premier ministre nous a instruit à l'effet de continuer les discussions pour accélérer donc, la réalisation de ce projet. Et c'est pour cela que nous sommes là pour cette séance de travail. Je me réjouis de ce que nos partenaires, actionnaires aussi de la Sotra, sont très engagés donc, sur ce projet. Ils ont beaucoup travaillé depuis une dizaine de jours avec nos équipes. Ils nous ont fait un point donc, de ce qui a été réalisé. Et je pars confiant de ce que donc, le projet est véritablement en train d'être lancé. Et d'ici 2 à 3 années, le temps de construire donc, la zone industrielle, les choses devront donc se mettre en place assez rapidement et nous aurons cette zone industrielle dédiée à l'automobile avec leur concours et avec le soutien fort donc, du Premier ministre. Fruit d'un partenariat entre la Sotra et l'entreprise italienne Iveco, l'unité fournira le marché local en contribuant au renouvellement du parc automobile. Il approvisionnera également l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Notons que les minibus Iveco Deli Ivoire sont configurables en ambulance, camions frigorifiques, véhicules de transport et autres marchandises diverses. Les défis restent également relevés au plan sanitaire. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde.
Ce dimanche 23 janvier, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 62 nouveaux cas positifs sur 2253 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 243 nouvelles guérisons, 2779 cas actifs, un décès enregistré. Malheureusement ce jour, plus de 7 millions de doses de vaccins administrées. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres et surtout n'oublions pas d'observer les gestes barrières. Les femmes sont à l'honneur dans la région de la Bagoué. La question de leur autonomisation préoccupe la FEGAF, la Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Lors justement de la journée de la femme rurale organisée dans la région, des propositions ont été faites pour aider les femmes à se prendre en charge financièrement. Soro Corona. La quête de l'autonomisation financière et sociale reste un défi majeur pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. Dans la région de la Bagoué, pour relever ces défis, les femmes du milieu rural se sont organisées au sein de la FEGAF, Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Cette fédération organise la première édition de la journée de la femme rurale. Journée pour mobiliser les élus et cadres afin d'accompagner ces femmes à sortir de leur situation de précarité et soutenir le développement de la région. Notre prochaine étape, c'est la formation de ces femmes. C'est également la déclaration de leurs différentes associations pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce qu'il y a comme don. Et à elles seules, elles ne peuvent pas y arriver. Et nous appelons vraiment tous les cadres de la région de la Bagoué qu'on puisse aider ces femmes-là à ce qu'elles puissent se prendre en charge. Invité de cette journée, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pour Bertin Kona-Kwadio, c'est dans la paix que ces femmes peuvent parvenir à leur autonomisation. Pour que ces braves femmes puissent travailler tranquillement pour notre vie, on a besoin de leur servir la paix de tous les jours, et qui passe par la réconciliation. Sans paix, rien n'est possible. Le ministre Bruno Koné salue la volonté de ces femmes rurales de lutter contre la pauvreté. Le parrain de cette journée appelle donc les cadres à soutenir l'initiative de la FEGAF. Et il faut que la femme soit capable de créer par elle-même le minimum de ressources pour se prendre en charge, pour dépendre moins d'un homme et surtout pour mieux s'occuper des enfants. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de vous aider, de vous encourager, de vous soutenir afin que vous soyez plus autonomes. Les ministres Kandia Kamara et Maria Toukone, filles de la région, étaient représentés à la cérémonie. La Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué est composée de 176 organisations pour 23 000 membres. Ces femmes exercent dans les domaines du maraîcher et du commerce. L'administration fiscale veut optimiser le rendement de l'impôt foncier. Eh bien, pour y arriver, elle met en place une opération de renforcement du cadastrage dans 10 communes du district d'Abidjan. Le but est d'obtenir l'adhésion des populations cibles afin de faciliter la réalisation du projet. Et le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, soutient cette belle idée. Cher Koné. Sur 322 462 000 km² de superficie que compte la Côte d'Ivoire, seulement 25%, soit 80 000 km², sont cadastrés. En matière de cadastrage, le pays est encore loin du compte. C'est pourquoi le projet de renforcement du cadastrage du district d'Abidjan, limité à 10 communes, vient à point nommé. L'ambition, c'est d'arriver au cadastrage de l'ensemble du territoire national, pas seulement à des fins fiscales, mais à des fins de sécurisation des biens des populations. Si vous avez un bien que vous n'avez pas de titre foncier, vous ne pouvez pas avoir de titre foncier parce que le terrain n'est pas cadastré. Vous n'êtes pas en sécurité juridique. Le bien n'est pas en sécurité juridique. Prévu sur une durée de 12 mois, cette opération va coûter un peu plus de 725 millions de francs CFA. Un financement rendu possible grâce à la Banque africaine de développement à travers le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Un soutien financier à la dimension de l'importance du projet. C'est félicité le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Cette opération revêt donc une importance capitale car elle vise à terme à améliorer le cadre de vie et la gouvernance foncière dans le district d'Abidjan. De façon spécifique, le projet vise à
constituer donc une infrastructure cadastrale de qualité permettant d'éviter les erreurs techniques qui conduisent très souvent, comme on vous l'a dit, à des conflits fonciers. Le cadastrage confère plusieurs avantages, entre autres la cartographie en ligne, la situation fiscale et foncière du contribuable et bien d'autres. Il s'agit de mener une étude adossée à la collecte de données géospatiales devant faciliter l'actualisation des maps cadastrales et permettre l'assainissement du fichier de l'assiette l'impôt foncier. Elle aboutira également à l'évaluation satisfaisante des biens immobiliers et, in fine, à l'accroissement du rendement de ce prélèvement fiscal. Dans les jours à venir, des campagnes d'information et de sensibilisation éclatées auprès des populations seront organisées dans les communes concernées. Et que renferme l'Académie intelligente économique? Eh bien, il s'agit d'une institution internationale qui inscrit son projet dans une dimension collective d'intérêt général. Les activités de l'Académie ont démarré officiellement hier samedi avec pour objectif d'amener les pays africains à adopter l'économie intelligente. Explication détaillée avec Marie-Ange Kwaku et Cheikh Kone. L'intelligence économique pour les acteurs économiques est une recherche d'informations fiables qui consiste à protéger des informations, à prendre les bonnes décisions et à mettre en place les meilleurs moyens d'action face à la concurrence. En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, cette méthode n'est pas assez utilisée. L'Académie de l'intelligence économique de l'Afrique entend amorcer le décollage des entreprises ivoiriennes. Cette structure a exposé sur ces méthodes au cours du lancement de ses activités. Nous savons déjà que nous mettons le pied dans un endroit, notamment en Afrique, où le partage d'informations, la recherche d'informations n'est pas aussi facile. L'AI Afrique va se mettre au travail. Nous avons différents programmes, nous avons un chronogramme. Nous savons que nous sommes dans un pays et un continent qui n'a pas l'habitude de la pratique de l'intelligence économique. Donc nous allons mettre au travail pour essayer de pallier aux différentes incohérences et apporter des solutions possibles. État et entreprises, quels sont les enjeux de l'intelligence économique? Tel est le thème abordé au cours d'une série d'échanges entre plusieurs acteurs économiques. Pour ces acteurs, des actions doivent être menées pour développer des systèmes de gestion stratégique de l'information économique. Aujourd'hui, le marché il est global. Donc on assiste à la mondialisation aujourd'hui. Et cette mondialisation fait qu'il y a une disparité aujourd'hui des offres même d'emploi. Et il faut, dans cet environnement concurrentiel-là, se différencier. On assiste également aujourd'hui en termes d'évolution de l'information. Il faut que l'État puisse mettre en place des outils, des mécanismes ou des instituts qui vont nous permettre de pouvoir avoir des informations fiables. L'intelligence économique est une méthode qui peut être pratiquée dans tous les secteurs d'activité, tels que l'agriculture, le commerce, l'artisanat et bien d'autres. Et je vous convie à une autre rencontre. Il s'agit de la 4e session de l'ANP Académie qui s'est ouverte cette semaine même autour d'un débat. Journalisme entre professionnalisme et militantisme. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, par cette initiative, veut formaliser l'idée d'une presse crédible et responsable. Cette session a réuni une centaine de journalistes et des étudiants. Patricia Mouetia y était pour nous. L'objectif de ce forum est de contribuer à élever les normes du journalisme professionnel en Côte d'Ivoire. À en croire le président de l'ANP, les journalistes doivent s'appliquer à respecter le code de déontologie et les règles d'éthique de la profession de journalisme. Est-ce qu'on peut être un journaliste professionnel ou est-ce qu'on peut faire du journalisme en étant militant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que la discipline d'un parti politique peut être soluble dans le code de déontologie qui est le code professionnel des journalistes? Avec pour thème journalisme entre professionnalisme et militantisme, les avis sont partagés. Les journalistes auront beau jeu de dire qu'ils sont professionnels, mais ils ne pourront jamais apporter la preuve par suffisance qu'ils ne sont pas arrimés soit à un parti politique ou qu'ils ne soutiennent pas des acteurs politiques de premier plan, dans la mesure où la quasi-totalité des instruments de diffusion ou d'expression plurielle sont des lobbies qui sont derrière et qui portent ces sociétés-là. Quand vous engagez dans un journal, vous appartenez donc à un journal avec sa ligne éditoriale. Mais cela ne devrait pas faire de vous aussi grands militants devant s'exprimer et devant dire des choses qui dérangent. La ligne éditoriale, elle doit être respectée par le journal lui-même. Si vous ne pouvez plus respecter la ligne éditoriale, c'est ce qu'on appelle la clause de conscience professionnelle.
Pour le docteur Sidiki Bamba, enseignant des sciences de l'information, le respect du code de déontologie doit transparaître dans les écrits du journaliste, quel que soit son militantisme prononcé pour un parti politique. Militantisme et journalisme ne peuvent pas s'accorder, dans la mesure où ce sont deux entités opposées. Quand on est militant, on est respecté de certains principes d'un parti politique. Et quand on est journaliste, on doit suivre le code d'éthique et de déontologie, qui est vraiment opposé en tout point de vue au militantisme, dans la mesure où le journalisme, le bon, doit pouvoir être indépendant. Avis que ne partage pas César Etou, rédacteur en chef de La Voix originale. Nous avons démontré, et il y a des devanciers avec des exemples précis qui ont démontré qu'on peut être très bon militant politique et très bon professionnel des médias. Ces arguments mis en exergue par les différents panélistes ont enrichi les débats et ont permis de comprendre les enjeux entre le poste de journaliste politiquement actif et le respect des fondamentaux du journalisme professionnel. Et des journalistes professionnels, dont ceux de RTI1, ont couvert cette rencontre des ressortissants du Denguélé vivant dans la région de la Nawa. Ces ressortissants ont un nouveau chef, son nom, Adama Doumbia. Il a été installé en présence des populations de la Nawa venues nombreuses pour célébrer la cohésion et le vivre ensemble. Le témoignage de Sam Kona. Adama Doumbia, alias Kifi Doumbia, est le nouveau chef de la communauté Odieneka, résident dans la région de la Nawa, après avoir passé 89 ans à Soubré, sa ville natale. Cette investiture va renforcer la cohésion entre nous, les enfants du Denguélé, résidents à Soubré. C'est pour consolider et renforcer la cohésion que nous sommes aujourd'hui à cette cérémonie. Adama Doumbia a été investi chef de la communauté Odieneka par le ministre-gouverneur Philippe Légré et le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, président du conseil régional de la Nawa. Une cérémonie d'investiture placée sous le signe de la cohésion entre les fils et filles du Denguélé d'une part et d'autre part entre les différentes communautés vivant dans la région de la Nawa. La présente cérémonie, qui est marquée du sceau du renforcement de la cohésion sociale, s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et fraternelle. Vos mérites personnels vous ont placé à la tête de la communauté malinké. Je vous encourage à prendre en main totalement la destinée de vos parents malinqués résidant ici à Soubré. En effet, Kifi Doumbia, je vous invite à vous mettre dans une vision républicaine. Recherchez la justice et prenez l'amour entre vos administrés. Le nouveau chef de la communauté Odieneka a reçu un véhicule de type 4x4 des mains du ministre Alain Richard Donwayi. Sur le terrain littéraire, Dr Aka Elete propose une dernière guerre contre la pauvreté et le chômage. Le docteur en sciences de gestion développe sa stratégie dans un ouvrage qu'il vient justement de dédicacer. Dr Aka Elete invite à faire des travailleurs de demain des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Issa Chonayo. Comment entreprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire? L'auteur Aka Elete propose sa recette à travers son ouvrage intitulé « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». J'ai proposé qu'il y ait en Côte d'Ivoire une révolution entrepreneuriale pour lutter de façon durable et efficace contre la pauvreté et le chômage. J'ai dit la dernière guerre parce que, voyez-vous, on a déjà eu 2 guerres et plusieurs crises socio-économiques qui ont amené à la destruction de nombreuses entreprises privées. Et la seule et grande arme dont dispose l'État, les pouvoirs publics, c'est l'entrepreneuriat. Pour le gouvernement et les gouvernants généralement, pour pouvoir booster l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Deuxièmement, pour les jeunes, les étudiants, comment se transformer en entrepreneur. Et troisièmement, pour le citoyen lambda, pour en faire des champions entrepreneurs. Patron de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage est indéniable. Il faut absolument
se tourner vers l'auto-emploi, c'est-à-dire vers la création d'entreprises. Donc vous comprenez bien que l'exercice auquel nous avons été soumis, c'est le lieu pour nous de suivre ce genre d'exercice, je dirais, à plusieurs reprises. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, pour pouvoir faire en sorte que les apprenants qui sortent de notre système sachent qu'il n'y a pas que le secteur moderne qui procure de l'emploi, qu'il faut aussi se tourner vers l'auto-emploi par la création d'entreprises. La dédicace de cet ouvrage a été marquée par un panel d'experts. Des experts qui ont exhorté les Ivoiriens à entreprendre que de chercher à être coûte que coûte fonctionnaires. Le président de la Confédération des professionnels de la filière bovine, viande et lait en Côte d'Ivoire, Karim Fofana, était l'invité du Dimanche Magazine présenté par Hamza Diaby à 13h. Ils ont évoqué le rôle de la filière dans la production animale. Comment amener notre pays à s'autosuffire en protéines animales à travers l'organisation, la formation et la professionnalisation des différents acteurs du secteur. Élément de réponse. La filière en Côte d'Ivoire, il reste à tout faire. Les autorités doivent encore appuyer les acteurs dans leurs activités afin donc de réaliser des fermes formelles, des fermes modernes et former ceux qui sont dans l'activité. Nous existons depuis le 4 novembre 2019. Nous nous sommes mis en œuvre en même temps. Donc nous avons pris le terrain en partie pour d'abord réguler la transhumance au niveau des zones frontalières, au Djenné surtout, pour avoir plus d'expérience dans ce cadre-là. Dans le secteur primaire de l'élevage bovin, nous pouvons facilement créer plus de 2 millions d'emplois. La Côte d'Ivoire gagnera gros dans le pastoralisme. Si nous faisons allusion à des pays comme le Botswana, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que les fermes modernes, les ranchs modernes rapportent des milliards à ces États-là. Vous voyez. Or, ici, il y a un problème qui se pose à cause du changement climatique et surtout chez nos frères de l'Interland, donc la zone sahélienne. Vous voyez qu'à partir de décembre jusqu'en juin, il y a un déferlement de millions de bétail sur la Côte d'Ivoire. Et on passe à l'actualité sportive africaine dominée par la CAN au Cameroun. Fini la phase des poules, place aux 8e de finale qui ont démarré ce dimanche 23 janvier. Et le Burkina Faso jouera les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les étalons restent la première équipe à se qualifier pour les quarts après une rencontre palpitante, pleine de suspense et de rebondissements. Ils réussissent à arracher le ticket lors de la séance des tirs au but face aux Gabonais. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Après 2 jours de trêve, le Burkina Faso et le Gabon ouvrent le bal des 8e de finale de la CAN. Un match à élimination directe que les Panthères du Gabon démarrent idéalement. Mais ce sont les étalons qui s'offrent les véritables occasions de but à l'image de ce pénalty. Bertrand Traoré se présente et manque l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Dominateur, les Burkinabés ne laissent pas retomber la pression. Bertrand Traoré profite des bons services de Soumaïla Ouattara pour ouvrir le score. 1-0 à la pause. À la reprise, le match gagne en intensité et Sidney Obissa est contraint de laisser ses partenaires à 10 suite à un second carton jaune récolté. Les Burkinabés ne profiteront pas de cette infériorité numérique pour faire la différence. À force de manquer les occasions, ils finissent par se faire punir avec un but contre son camp, signé Adama Guira. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Le Burkina Faso, plus chanceux, l'emporte en 7 tirs à 6. Le Burkina s'est fait peur, mais valide son billet pour les quarts de finale de la CAN. C'est la première fois que le Burkina Faso bat le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique. Les Tunisiens sont aussi qualifiés pour les quarts de finale. Les Aigles de Carthage ont battu les Super Eagles 1-0. Ils affronteront les étalons en quart samedi prochain. On retrouve Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Après le succès étriqué du Nigeria aux dépens de la Tunisie, lors de la petite finale de la CAN 2019, les deux pays se retrouvent, cette fois, en 8e de finale. Malgré leur légère domination, les Super Eagles ne trouveront pas la faille. 0-0 à la mi-temps.
Un manque de réussite qui sonne le réveil des Tunisiens. L'unique but de Youssef Moussakni suffit au bonheur des Aigles de Carthage qui défieront le Burkina Faso samedi prochain en quart de finale. Et RTI vous propose tous ces matchs de la CAN. À l'affiche, demain lundi 24 janvier, 2 rencontres. Vous aurez la Guinée face à la Gambie, Cameroun, Comores joueront pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est réalisé pour vous par Laure Goretti et Alexis Zouretrauco. Trois personnes ont été tuées dans une série d'explosions à Abu Dhabi lundi. Les rebelles houthis ont revendiqué l'attentat. Les Émirats arabes unis sont membres d'une coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient depuis 2015 au Yémen pour soutenir les forces gouvernementales en guerre contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. La police de la République démocratique du Congo annonce avoir arrêté des auteurs présumés du meurtre de l'ambassadeur italien Luca Antanasio. Selon le commandant de la police de la province du Nord Kivu, l'homme soupçonné d'avoir tiré à bout portant sur l'ambassadeur reste en fuite, mais ses complices ont été arrêtés et présentés à la justice. Les talibans afghans demandent une reconnaissance de la part des pays musulmans. Ils les appellent à reconnaître officiellement leur gouvernement, a annoncé le Premier ministre Mohamed Hassan Al-Koun lors d'une conférence de presse mercredi. La ville du Cap, en Afrique du Sud, accueille la construction d'une usine où seront élaborés des vaccins dits de deuxième génération. Estimé à 170 millions d'euros d'investissement, le projet devrait permettre de produire 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Près de 90 morts dans un affrontement dans la nuit de jeudi à vendredi entre le groupe État islamique et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. L'offensive lancée par les djihadistes cible la prison de Garoyan où les Kurdes retiennent environ 3500 membres présumés de l'État islamique, dont plusieurs dirigeants, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé la liste des 81 membres du Conseil national de transition. L'organe fera office de parlement de la transition. Pour y précéder, le colonel Doumbouya a nommé par décret l'un de ses proches, Dansa Kourouma. Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde ont été entendus ce dimanche matin dans plusieurs casernes au Burkina Faso. Les militaires réclameraient plus de moyens pour lutter contre la menace djihadiste. Voilà, ainsi va le monde. Fin de cette édition supervisée par Michel Mambo, réalisée par Mariette Alamba. Merci à toute la régie, surtout à vous de nous avoir suivis. Pas de 23h ce soir. Demain, retrouvez Fatou Fofana pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.